Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Saint-Selme, fondateur de Scopeo, une agence d'intelligence artificielle qui accompagne toutes les entreprises à tirer le meilleur de cette technologie. Dans notre podcast Data Driven 101, je reçois chaque semaine des professionnels pour qu'ils nous partagent leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Dan Israj, Data Scientist. Après Blablacar et Amazon, il a rejoint Defacto pour lancer l'équipe Data Science il y a 2 ans et demi. Defacto est une start-up française qui permet un financement rapide et flexible pour les PME. Bonjour Dany. Bonjour Marc. Alors Dany, je te rends la parole sur Defacto. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette entreprise ? Merci, effectivement, on fait des prêts aux PME principalement pour résoudre un gros problème qu'il y a, c'est le BFR. Donc globalement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que quand il y a une entreprise qui va produire quelque chose pour un client, en général, elle va se faire payer dans 3 mois par son client, mais elle doit payer ses fournisseurs dans 2 mois. Donc il y a un petit décalage de 1 mois, donc c'est ça qu'on essaye vraiment de financer. On le fait à la fois en direct, donc il y a des PME qui vont venir, qui vont dire écoutez, moi j'ai besoin de financer mon stock, et aussi en indirect, c'est-à-dire qu'on est vraiment un produit qui est API first, donc il y a des partenaires comme par exemple le Penny Lane ou Conto qui vont intégrer nos API et elles vont avoir du coup notre infrastructure de crédit pour pouvoir effectuer ces prêts sur la plateforme. Donc on a vraiment ce modèle à la fois indirect et direct. Et ce qui est vraiment fou, et c'est un peu ça que j'ai aimé quand on m'a présenté Defacto, c'était qu'on a vraiment la pipeline end-to-end, c'est-à-dire que c'est à la fois nous qui gérons l'argent qu'on emprunte pour après redistribuer, le credit scoring, dont on parlera tout à l'heure pour savoir si une entreprise est solvable ou non, et après récupérer les prêts, et quand on les récupère pas, vraiment gérer toute cette partie de récollection. Donc on fait vraiment tout, et on a une identité assez forte de rester petit. Donc pour l'instant, entre 20 et 25 personnes, et quand on veut rester petit et qu'on fait toute cette pipeline, c'est assez intéressant parce que ça nous force à vraiment automatiser la plupart des flux et vraiment toujours être créatif sur cette tâche qui peut être répétitive et pour lesquelles j'aurais besoin de quelques personnes, comment est-ce que je peux la faire en restant petit. Donc voilà, on a vraiment joué sur cette digitalisation pour faire des prêts. Aujourd'hui, on peut faire des prêts en 30 secondes par exemple en ayant toute la pipeline qui tourne, quoi. Donc c'est plutôt cool. Ok, alors pour bien comprendre, donc imaginons que je sois un client de Defacto, je suis chez Penny Lane et chez Conto. Qu'est-ce qui se passe ? Je fais un devis sur Penny Lane. Au moment où il a accepté, automatiquement, ça fait une demande de prêt sur Defacto. Quel est le mécanisme de connexion ? Ça va dépendre du coup du partenaire en fonction de comment il veut intégrer nos API, parce qu'avec du coup nos API, les partenaires font ce qu'ils veulent. Donc bien souvent, il y aura sur l'outil, on verra notre facture et on pourra avoir un bouton qui dira financer cette facture. Et donc là, après, c'est notre système qui rentre en jeu. Et ça, c'est bien caché. On va dire aux yeux des entreprises, ils savent pas nécessairement qu'il y a en tout cas sur l'X, qu'il y a nous qui sommes derrière. D'accord, ok, vous êtes à marque blanche derrière et directement sur une facture, donc plutôt pas au moment du devis mais au moment de la facture fournisseur. On dit cette facture-là, j'aimerais la faire financer. Il y a un prêt du même montant une demande de prêt du même montant qui peut se faire en un clic, quoi, en gros, si je comprends bien. C'est ça, oui. Donc du coup, nous on finance pas des devis, on finance vraiment des factures parce que elles correspondent à ce besoin en question. Et après, c'est le montant de la facture bien souvent. Effectivement. Ok, super. C'est quoi les sujets du coup data et IA chez vous ? Il y a un gros sujet data, ça va être le credit scoring. Donc, c'est-à-dire, quand une entreprise va venir chez nous, on va lui dire, vous avez le droit à 20 000 euros, par exemple, que vous pouvez emprunter en une plusieurs fois. Donc ça, c'est vraiment le gros sujet qu'on appelle le credit risk. Après, il y a d'autres sujets, donc la fraude, et après d'autres sujets un peu plus classiques aux boîtes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut améliorer le côté opérationnel avec l'AI. Mais le gros focus aujourd'hui, c'est quand une entreprise vient, lui proposer un montant qui paraît pertinent. Pour qu'une fois qu'on lui a dit 20 000 euros, elle peut l'utiliser soit en une fois et elle tire ses 20 000 euros avec une facture, soit peut-être qu'elle a 10 factures différentes de 2 000 euros. Et donc dans ce cas-là, tout dépile. Ok. Alors peut-être on peut rentrer dans le détail de ces 3 cas d'usage. Credit scoring, peut-être déjà pour commencer, on parle de quoi ? On parle de prédiction de risque de défaut ? C'est ça, oui. Alors là où il y a une vraie complexité, c'est que bien souvent, quand on va par exemple sur un site internet acheter cet objet, le financer,
Là où il y a, ce qui se passe globalement, c'est qu'il y a déjà un montant qui va être montré, et donc la question à laquelle les entreprises essaient de répondre, c'est est-ce que cette personne peut emprunter 1200 euros par exemple. Là où nous, c'est un peu plus compliqué, c'est que quand la personne va venir, elle va connecter ses comptes bancaires chez nous, et après c'est nous qui allons devoir nous prononcer sur le montant. Donc il y a à la fois deux sujets, il y a la prédiction du montant qu'on pense pouvoir prêter, et une fois que la personne a fait une demande de prêt, donc soit de tout ce montant, soit de plus petits montants, essayer de prédire à ce niveau-là est-ce qu'on va accepter ou non. Et en théorie, il faut que ce soit bien synchronisé, et si on a dit oui pour 20 000 euros, il faut que si on fasse 10 demandes de 2 000 euros ou une demande de 20 000 euros, les deux passent. Et en fait, cette question qui est de combien est-ce que je peux donner, elle est bien plus dure à répondre, à nos yeux en tout cas, que voici le montant dont j'ai besoin, est-ce que vous l'acceptez oui ou non, parce que ça c'est un problème un peu plus classique, on va dire. D'accord, alors j'ai pas bien compris pourquoi est-ce que y avait besoin de 2 étapes. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi en gros est-ce que vous pourriez dire non la deuxième fois, entre guillemets? Donc, ce qui va se passer, c'est une bonne question. C'est, imaginez une entreprise avec des très gros revenus. On va se positionner sur une ligne de crédit à 100 000 euros, par exemple. Peut-être que nous, ce qu'on va voir, c'est que la plupart du temps, toutes ces factures fournisseurs sont, par exemple, à un montant de 1 000 euros. Si là, d'un coup, l'entreprise vient avec une facture qui est à un montant de 50 000 euros ou de 100 000 euros et qu'elle tire tout d'un coup, il y a le modèle, il va être un peu moins content que si c'était justement une facture d'un montant habituel. Okay. De la même manière, on peut imaginer que le prêt, nous, vu qu'on est sur du BFR, c'est des prêts qui sont relativement courts, jusqu'à 4 mois. Si la plupart du temps, on détecte que tous les prêts sont d'une durée de 15 jours, et que là, d'un coup, il y a un prêt un peu plus élevé d'une durée de 4 mois. Ça veut pas dire qu'on va dire non, mais globalement, ça peut expliquer une prédiction un poil différente. D'accord. Ouais, donc l'idée, c'est est-ce que tu es en train de demander la même chose que d'habitude ou pas, quoi. Donc on peut avoir anticipé en disant on va te prêter jusqu'à 10 fois ce montant-là que tu as l'habitude de dépenser dans le cadre de ton activité. Mais si tu viens demander 10 fois ce montant en un seul coup, on peut se dire, là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de changer un peu tes habitudes, et nous, on s'est basé sur tes habitudes pour faire nos prédictions. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée, et quand on y réfléchit, c'est vraiment... si, par exemple, on sait que l'entreprise, elle va tirer... que des prêts à hauteur de 1 000 euros, par exemple, donc des petits prêts entre guillemets, peut-être que notre algo, il aurait envie de donner plus que si, en fait, ça va être un gros prêt, parce que du coup, il y aurait moins le temps d'avoir du feedback sur l'historique avec l'emprunteur. Donc, il y a plein de considérations comme ça qu'il faut prendre en compte. Alors, évidemment, on les prend pas tous en compte pour l'instant. C'est itératif, c'est un problème compliqué, mais c'est vraiment ça la problématique globale. Ok. Alors voilà, from scratch, comment est-ce que on construit un algo de prédiction, ou de détermination du montant, puisque c'est celui-là qui arrive en premier chez vous, de ce que je comprends. Comment est-ce qu'on détermine le montant qu'on est prêt à prêter à une entreprise? Alors, on a simplifié le problème et on a séparé le sujet en deux. Une première question qui est est-ce que cette entreprise nous paraît solvable ou non, et le montant. Donc le montant, pour l'instant, il vient pas encore trop dans l'optimisation de l'algorithme. On l'a fixé en fonction d'une grille, entre guillemets, et cette grille est alimentée par le score qu'on trouve. Ouais. Et ce score, du coup, au début, en tout cas, on a commencé de manière assez indépendante. Quand on s'est lancé, on n'avait pas de données. Donc du coup, il y a vraiment un vrai problème de cold start. Et alors, il y a peut-être des acteurs dans le marché sur lesquels on pourrait récupérer, par exemple, des notes de solvabilité, mais c'est pas forcément évident, parce que souvent, elles vont prédire la défaillance d'une entreprise sur le long terme. Nous, quand on fait des prêts plutôt court terme, en fait, c'est pas les mêmes enjeux. Prédire un défaut à 3 mois, c'est pas la même chose que prédire un défaut à 1 an ou 2 ans, donc c'était vraiment pas évident. Donc on a commencé par une approche un peu plus statistique et beaucoup moins ML que ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a regardé plein de KPI financiers qui nous paraissaient intéressants. Donc au tout début, on a commencé d'ailleurs avec un modèle qui vient d'un expert. Donc on calcule des KPI financiers en fonction, on a une note. Et quand on a eu assez de données pour commencer à regarder des distributions intéressantes, ce qu'on s'est dit, c'est que globalement, un emprunteur va nous rembourser. Quand on ne rembourse pas, c'est vraiment une anomalie, on va dire. Ouais. Et donc, une fois qu'on a dit ça, du coup, on a transformé le problème en détection d'anomalies. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que, par exemple, on a regardé une distribution, par exemple, de la croissance des revenus. Et en fait, comme beaucoup de distributions, ça ressemble à des gaussiennes. Sauf des fois, potentiellement, il y a des pics à droite et à gauche de la gaussienne, ou en tout cas, il y a des choses qui s'éloignent de la moyenne. Et on s'est dit qu'en fonction du KPI financier, soit on veut rendre ça, on trouve que c'est un signal positif, et donc dans ce cas-là, ça va bonifier une note, soit à l'inverse, ça va, s'il y a vraiment une décroissance, et c'est vraiment dans des valeurs extrêmes, ça va être plutôt un malus pour la boîte. Et donc, globalement, on a un système de bonus-malus qui fait qu'on arrive à une note pour l'entreprise.
Et c'est une note qui est à la fois, quand on le dit, c'est très loin des approches un peu supervisées qu'on pourrait avoir, mais c'est à l'avantage c'est très explicable. Et en fait, finalement, quand une entreprise a une note, on arrive très facilement à comprendre comment cette note est venue, parce qu'on connaît les KPI financiers et on sait, a priori, c'est parce qu'il y a une décroissance, mais par contre, il y a beaucoup de revenus. Et en fait, c'est très explicable. Là où on s'est dit que ça suffisait plus, et on avait le luxe d'avoir déjà un peu plus de données, c'est que finalement, les distributions, en fonction des clients qu'on a, ça peut énormément changer. Donc, par exemple, quand le compte bancaire va être un compte de dépenses, ça va souvent être des comptes pour lesquels tu peux pas aller en dessous de 0 €. Alors qu'un compte bancaire plus classique, tu peux aller en dessous de 0 € si tu as un découvert autorisé. Et donc là, déjà, en fonction du type de banque, on peut avoir deux distributions qui sont différentes et c'est plus très fair, par exemple, de comparer les KPI financiers en sachant que les distributions intrinsèques sont différentes. Donc là, on se dit, si on commence à faire plusieurs règles avec plusieurs types de distributions, ça commence à être un peu plus compliqué. Et le deuxième point qu'on a trouvé intéressant, c'est que c'était pas finalement si linéaire que ça. Quand on parle de la croissance des revenus, on peut imaginer que plus c'est élevé, mieux c'est, et inversement. Les autorisations de découvert, un truc pas intuitif, mais on préfère une entreprise qui a moins 100 000 € sur son compte que 0 €, parce qu'en fait, si elle a 0 €, probablement c'est qu'elle n'a pas eu d'autorisation de découvert, alors que si elle a moins 100 000 €, c'est qu'elle l'a eu. Donc maintenant, la distribution, elle a plutôt c'est plus vraiment une gaussienne, quoi. Il y a deux modes, il peut y avoir deux modes, ou en tout cas, nous, on va valoriser plus seulement des extrêmes, et c'est là qu'on se dit, en fait, si on commence à faire des règles plus linéaires, c'est le moment de passer à autre chose. Et ça nous a permis de tenir quand même pas mal de mois avec une bonne qualité de résultats. Et c'est là qu'on s'est dit, maintenant on est un peu plus prêt pour du ML et des prêts un peu plus classiques, parce que finalement on a réussi à se faire un historique. Donc telle entreprise avec tel KPI financier, elle a remboursé, elle n'a pas remboursé, tant de jours de retard, tant de jours en avance. On a eu le temps d'avoir suffisamment de prêts pour pouvoir faire un premier modèle. D'accord, parce que vous, ce que vous avez, j'imagine, c'est les informations qui sont disponibles via l'open banking, donc tout ce qui est transactions, vous avez l'information sur les transactions et les montants sur les comptes, mais vous n'avez pas nécessairement accès à des informations sur les prêts, ce genre de choses. Alors du coup, effectivement, une des grosses briques de notre système, c'est l'open banking. Ça, c'est vraiment le cœur du système. Parce qu'on peut récupérer, comme tu le sais déjà, mais vraiment des milliers de transactions instantanément une fois qu'on a l'accès. Donc ça, c'est vraiment super. Après, on utilise d'autres informations. C'est par exemple toutes les données publiques, la date de création de la boîte, est-ce que le dirigeant a 5 boîtes en parallèle, ce genre d'infos, les factures aussi. Donc par exemple, quand on est sur un outil comptable comme Pennylane, on a aussi accès aux factures. Donc il y a plusieurs informations et après, c'est à nous de rajouter de l'intelligence du coup au niveau des transactions. Donc par exemple, quand on voit un montant de facture un montant de capital remboursé tous les mois, là on va comprendre qu'il y a un prêt. Donc c'est à nous aussi de tirer l'intelligence justement de ces transactions-là pour un peu reconstruire le bilan de l'entreprise. Ok, ouais, donc pas mal de sous-étapes finalement pour retomber sur les indicateurs qui vous comptent pour vous, comme vous dites, la croissance, un chiffre d'affaires, en partant de snapshots de trésorerie finalement à plein de moments du passé. C'est ça, oui. Et alors, si on reprend à la genèse, c'est quoi les KPI financiers que les experts, du coup des gens qui travaillent en banque, j'imagine, vous ont fait remonter comme étant des statistiques à regarder, on va dire, quand on fait un prêt, qu'est-ce qu'un expert regarde? Ouais, je comprends. Il y a la diversification des revenus, par exemple. Est-ce que tu as un seul gros client ou est-ce que au contraire, t'en as beaucoup? Parce que du coup, tu es plus ou moins risqué si tu as moins de dépendance avec d'autres entreprises. Tu vas avoir la croissance. Tu peux aussi avoir des taux d'endettement. Est-ce que des chiffres d'affaires? Donc t'en as pas, en tout cas de notre premier modèle, il n'y en avait pas énormément, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait au fur et à mesure qu'on a fait nos prêts, on a réalisé qu'il y avait des choses beaucoup plus subtiles qu'on pouvait regarder, et à l'échelle de la transaction, finalement un taux d'endettement, c'est des choses qu'on calcule plus ou moins sur le long terme, entre guillemets, quand tu as un prêt qui va durer plusieurs années, ou pareil pour la croissance. Par contre, quand tu fais des prêts sur le court terme et que tu as vraiment accès à toutes les transactions, tu peux être beaucoup plus subtil sur, par exemple, est-ce qu'il y a eu des agios? Est-ce qu'il y a eu un retard de paiement? Donc si tu vois que tous les 15 du mois, tu as un paiement et 3 mois de suite, il est plus le 15 du mois, tu peux avoir des petits flags comme ça.
qui fait que dans nos modèles de machine learning, maintenant, on s'est un peu éloigné du modèle d'expert. Donc, on a encore ces KPI un peu clés, donc comme la croissance. Mais finalement, on a vraiment pu enrichir avec nos propres connaissances. Ouais. Et en même temps, en termes de biais, tu vois, je me dis que quelqu'un qui veut faire financer son BFR, il faut avoir besoin de le faire pour le demander. Sinon, voilà, on paye un intérêt inutilement. Si on a les moyens de ne pas emprunter, on n'emprunte pas. Donc, quelque part, ce que vous détectez avec un retard de paiement, par exemple, d'un paiement qui se fait toujours à un moment du mois et puis qui finalement est en retard, vous détectez le besoin de faire financer le BFR. Donc, ça doit être aussi compliqué ça serait un modèle un peu simple de dire quasiment, en fait, si tu fais la demande de BFR, c'est que tu es à risque, quoi. Si tu fais la demande de financement. Ouais, du coup, c'est à nous de quantifier justement cette notion de risque, mais c'est vrai, naïvement, on peut se dire, si je suis ici, c'est que j'ai des besoins que j'ai des besoins de BFR. C'est pas un bon signal. Ce besoin, il va toujours exister et tu peux imaginer qu'en fait, si toi, tu sais que pour 1 euro investi dans ton stock, tu pourras en retirer 2 euros, en fait, tu peux te dire, si j'avais plus de disponibilité, je pourrais faire beaucoup plus. Donc, tu as aussi cette logique de croissance qui peut venir. Mais c'est vrai que c'est très difficile de faire la part des choses entre cette personne, cette entreprise traverse une passe un peu compliquée ou de croissance et à l'inverse, cette entreprise, on pense pas qu'elle pourra nous rembourser. Un truc qu'on trouve vraiment super, c'est que du coup, vu qu'on regarde les transactions, en fait, on est très rapide à détecter dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que si une entreprise était dans une mauvaise passe il y a 6 mois, peut-être que sur un bilan annuel, on verra un bilan annuel beaucoup moins bien que les autres. Tandis que quand on regarde à l'échelle de la journée, on va dire, et de la transaction, on peut vraiment voir qu'effectivement, là, c'était saisonnier. Il y a eu des petits soucis à ce moment-là, mais en fait, là, c'est bien revenu. Donc c'est plein de petites choses et c'est vraiment cette adaptation qui va être intéressante. Oui, et puis comme tu disais, la motivation de simplement utiliser le cash qui dort à autre chose, notamment à acheter des stocks en avance ou peu importe, ne va pas forcément se traduire par des retards de paiement pour le coup, contrairement à... Ouais, c'est ça. Et un autre aspect aussi, c'est que notre outil, il est vraiment... bien, bon, je suis un peu biaisé quand je dis ça potentiellement, mais sûrement d'ailleurs, mais tu as aussi de la rapidité qui vient avec, et donc tu as cet aspect confort que tu peux avoir par rapport à d'autres... y a moins d'overhead en tout cas en disant je vais financer cette facture, ça me coûte un peu d'argent, mais en fait ça vaut le coup parce que c'est un clic d'un bouton, quoi. Oui, c'est ça, il n'y a pas de dossier à remplir qui serait évidemment qui a un coût humain, quoi, et donc un coût financier puisque les gens sont payés. Donc... Exactement, là tu connectes tes comptes bancaires et en fait vu que c'est très pratique, tu as aussi cette valeur ajoutée qui peut valoir le coup en fonction de tes besoins. Alors du coup, le modèle de machine learning que vous utilisez donc pour prédire le risque aujourd'hui, comment il fonctionne, comment vous l'avez construit? C'est une bonne question effectivement, parce que du coup on est passé d'un sujet où on avait trop peu de données à presque trop dans certains aspects. Donc finalement l'algorithme en lui-même il est assez classique, on a besoin d'un algorithme explicable, donc plutôt type random forest. Là où ça va être assez compliqué, c'est sur la création du dataset d'entraînement, ce qui est bien souvent le cas d'ailleurs. Mais par exemple, nous, on est dans un business où, vu qu'on finance le BFR d'une entreprise, on va vraiment avoir des prêts récurrents. Et ce qui n'est pas évident, c'est quand une entreprise va te faire un prêt par semaine, dans ton dataset, potentiellement, tu vas avoir 50 entrées de cette entreprise-là, alors qu'une autre entreprise qui tirerait tout d'un coup et pour des longs prêts, elle va apparaître peut-être 3 fois dans l'année. Donc du coup, il y a vraiment eu un enjeu de savoir comment est-ce que on peut un peu équilibrer ça pour pas biaiser en faveur d'une entreprise comme dans l'autre. Ça, du coup, nous, on a décidé de faire un sampling. Là où ça pose pas de problème, c'est quand l'entreprise rembourse tous ses prêts, parce que du coup, tu crées juste un biais qui est de dire cette entreprise est plus représentée que ces autres entreprises. Là où ça a été beaucoup plus compliqué, c'est en fait cette entreprise-là, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois peut-être, elle a pas remboursé. Comment est-ce que tu prends en compte les prêts d'avant? Est-ce que du coup c'est en termes très machine learning, est-ce que le label de tous les prêts c'est défaut à tous, ou alors c'est seulement ceux qui sont 1 mois avant parce que du coup ça commençait à être moins bon avant? Il reste encore des prêts après qui ont été remboursés potentiellement. Est-ce que je diffuse ce label? C'est là qu'il y a eu des vraies questions. C'est là qu'il y a vraiment eu des questions à se poser, notamment du fait qu'on part du principe qu'une entreprise globalement
à un moment donné ça va bien et il y a potentiellement un moment donné où ça ira pas. Donc c'est pas faire de dire naïvement initialement on s'est dit quand une entreprise a mal remboursé, on propage le label sur tous les prêts et en fait ça fonctionne pas tant que ça parce que les prêts pour notre premier modèle, quand on n'avait pas un historique de plusieurs années, c'était OK. Mais maintenant qu'on commence à avoir un historique, c'est pas très fair de dire son premier prêt avec ses KPI financiers, c'était quelqu'un qui allait, enfin des KPI financiers qui montraient pas la solvabilité. Donc du coup, il a fallu un peu faire du sampling et être un peu plus smart là-dessus et d'ailleurs à la fois smart et prendre des hypothèses et vérifier avec le temps si c'est les bonnes hypothèses ou non. Ouais. Et le deuxième enjeu qu'on a eu, qui est très spécifique au lending et à faire des prêts, c'est le besoin de stabilité. Vu qu'on se prononce sur un montant qu'on va te prêter, donc aujourd'hui tu as le droit à 20 000 euros, si notre modèle demain te dit, hier ton KPI qui est le solde bancaire, il était à 20 000 euros et aujourd'hui il est à 30 000 euros, bon, j'ai dit 20 000 euros dans les deux cas, c'est pas corrélé, mais si hier c'était à 500 euros et aujourd'hui t'es à 20 000 euros, nous on peut pas dire d'un coup ta credit line est à 25 000 euros. Il faut vraiment qu'il y ait une stabilité parce que l'entreprise elle se projette avec ce montant-là. Quand on lui dit qu'elle a le droit à 20 000 euros de BFR, elle en tient compte dans son planning financier. Et donc on a vraiment un enjeu de stabilité. Donc quand on augmente, évidemment, c'est pas un souci. Mais si on passe de 20 000 euros à 10 000 euros à 15 000 euros, là il y a plus de confiance. Et donc ça a vraiment été un travail pour savoir quel KPI financier tu veux prendre. Donc si on prend le solde bancaire et qu'il est énormément valorisé, le solde bancaire d'une entreprise, souvent, c'est très bruité. Donc là, on aura un output de modèle qui sera très bruité. Donc il y a à la fois un travail à faire sur les KPI pour qu'ils soient relativement lisses, mais aussi sur le modèle pour que, à l'inverse, si on n'arrive pas à rendre un KPI lisse, se dire que si tel KPI change, globalement, l'output du modèle devra pas trop changer. Donc il y a vraiment cette dualité. Mais d'un autre côté, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on est on a la chance d'avoir des données très granulaires. Donc si d'un coup, il y a toute la caisse qui disparaît, pour une raison quelconque, il faut quand même qu'on soit alerté et pouvoir répondre relativement rapidement. Donc ça, c'est des enjeux qui sont beaucoup plus complexes. Par exemple, j'avais l'expérience un peu des moteurs de recherche. Si aujourd'hui et demain, tu vois pas exactement les mêmes résultats à la 5e position, l'enjeu sera pas le même. Donc du coup, ça pose vraiment des questions sur notre rapidité d'itération aussi sur un modèle. Quand tu as l'impression d'avoir un modèle qui est meilleur que l'ancien, est-ce que tu peux le déployer si facilement? C'est pas clair parce que tu t'es quand même engagé auprès d'entreprises, mais d'un autre côté, tu dois gérer ton taux de défaut. Donc il y a vraiment ces complexités-là qui sont pas simples à gérer. C'est beaucoup d'hypothèses aussi c'est aussi produit de se dire, en fait, tous les 3 mois, par exemple, tu peux accepter de changer la ligne de crédit. Entre-temps, non. Donc voilà, c'est vraiment ces complexités-là. Ouais, c'est un sujet intéressant, le MLOps. Justement, est-ce que comment est-ce que vous validez un nouveau modèle? Comment est-ce que vous vous assurez qu'un modèle est meilleur que l'ancien et qu'on le déploie? Est-ce que vous faites des A/B testing? Quelle est la pipeline pour qu'un nouveau modèle aille jusqu'en production? C'est beaucoup de travail justement parce qu'effectivement, comme je disais, vu qu'on peut pas changer tous les jours, on s'assure qu'il soit bon. Déjà, on fait un gros travail de backtesting. À la fois sur des métriques très classiques de ML, la précision et le recall, mais aussi sur les métriques qui nous intéressent sur en fait, si je refuse telle personne, voici mon origination diminuerait de temps et le taux de défaut potentiellement diminuerait de temps. Donc on a vraiment essayé de traduire ces métriques machine learning en métriques clé business pour voir si déjà est-ce que ça vaut le coup. Parce qu'en fait, évidemment, si on supprime tout notre business, on n'a plus de taux de défaut, mais on n'a plus de revenus. Donc on a vraiment essayé de faire ce travail de métriques. Et après, on a aussi un peu d'A/B testing. Là où c'est pas évident, c'est de se dire que en fait, sur les prêts, si on refuse tous les prêts que le modèle dit de refuser, on saura jamais si en fait comment il performe sur cet angle mort. Donc finalement, on a pas mal d'exceptions à la règle et de process un peu manuels qui sont complètement générables et qui sont sur une petite portion, qui fait qu'on arrive quand même à avoir des prêts pour lesquels l'algo aurait dit non, mais on a eu un assessment humain ou un autre algo qui a dit oui. Ce qui fait qu'on a aussi en live plusieurs algos en parallèle et on peut dire là sur toutes les personnes pour lesquelles l'algo a dit non mais on a quand même dit oui, voici le taux de défaut et voici le taux de défaut en live. Donc voilà, donc on sait qu'historiquement on est plutôt pas mal, quoi. Ouais, vous vous entraînez sur une donnée qui est votre historique, par nature il y a que les prêts qui sont passés dont on est capable de dire s'il y a eu un défaut ou pas. Et donc du coup, vous avez un mécanisme de correction qui est d'en laisser passer à la main certains,
Mais d'une certaine façon, ce qui est impossible à résoudre, c'est qu'il y a peut-être des prêts que la main n'a pas laissé passer non plus, mais qui seraient passés, enfin, il y en a sûrement énormément, mais je veux dire qu'il y aurait eu un risque raisonnable, malgré tout, quoi. Exactement. Et ce qui est rigolo et qu'on pense pas forcément, c'est que, et ça c'est encore plus difficile à mesurer, c'est peut-être que je t'avais proposé 20 000 euros et que tu as bien remboursé. Mais en fait, si je t'avais proposé 21 000 euros, tu aurais peut-être remboursé. Et qu'est-ce qui se passerait si je t'avais proposé 30 000 euros? Bah ça, c'est beaucoup plus difficile à modéliser. À l'inverse, on sait que si on t'avait passé 30 000 euros, bah 20 000 euros, ce serait passé. Et pareil, si t'as pas remboursé 10 000 euros, est-ce que tu n'aurais pas remboursé 5 000 euros? Bah, on n'est pas sûr. Peut-être que tu aurais été moins endetté, donc ça aurait été plus simple. Donc, il y a vraiment tout un espace qu'on n'arrive pas à couvrir. Vous faites une différence entre le retard de paiement et le défaut dans vos modèles? Oui, ben globalement, nous, ce qu'on compte, ça va être un nombre de jours de retard. Et donc, si tu as été en retard de quelques jours, c'est pas du tout pondéré de la même manière que si tu as été vraiment en retard sur le long terme, quoi. Tu peux avoir des soucis opérationnels qu'on n'arrive pas forcément à détecter avec nos KPI financiers, c'est plutôt d'autres modèles. Alors que vraiment, ce qu'on essaie de détecter avec les KPI financiers, c'est tu vas pas nous rembourser, quoi. Ok. Et ouais, comment est-ce que tu fais cohabiter du coup le retard de paiement avec le défaut faillite dans tes données, si le but c'est de prédire un défaut faillite, du coup c'est une infinité de jours. Ouais, c'est une bonne question. Donc globalement, nous, au bout d'un certain temps, le prêt qui n'a pas été remboursé va rentrer dans la partie de récollection, donc pour récupérer, voir comment est-ce qu'on peut s'arranger, faire un échéancier ou ce genre de choses. Et là, du coup, c'est plus vraiment de la question de l'opérationnel, est-ce que tu vas être en retard, c'est globalement est-ce que tu vas rentrer en faillite. Donc c'est ces deux sujets qui sont un poil différents, de se dire est-ce que l'entreprise va rentrer en faillite et en fait on va récupérer jamais notre argent, et est-ce qu'elle va nous rembourser ce prêt-là et il y a quand même une chance de récupérer l'argent. C'est intimement lié parce que finalement c'est basé sur les KPI financiers, mais c'est des termes qui sont un peu différents et finalement qui peuvent justifier deux algos différents. D'accord, donc c'est deux algos différents. Vous mettez pas toute cette data dans le même algo. Vous faites pas cohabiter ces deux supervisions là dans un même algo. Pour l'instant, on a plusieurs algos différents, effectivement. Un qui sera plutôt lié au prêt en lui-même et un autre qui sera plutôt lié au business en lui-même. Comment est-ce que vous gérez le fait que certaines sociétés vont avoir un historique très court, d'autres un historique très long? Ouais. Ça, effectivement, il y a deux sujets différents. Donc, il faut s'adapter déjà. En fait, ça, c'est un des gros soucis qu'il y a avec la donnée en général, c'est que tu vas recevoir des données de toutes les sources. Et on sait qu'avec l'open banking, c'est génial, on peut recevoir des transactions bancaires, mais le minimum pour l'instant, à ma connaissance, c'est 3 mois. Ce qui fait qu'on aura, en dessous de 3 mois, on a vraiment du mal à calculer, mais donc du coup, on demande ce minimum de 3 mois. Effectivement, par rapport à une entreprise qui va nous donner un accès à une banque différente qui donne 12 mois, là, du coup, ça va être un travail d'homogénéisation. Donc, on va essayer de ne pas faire cohabiter ensemble des KPI qui sont à l'échelle de l'année et à l'échelle des 3 mois. Donc, par exemple, le pourcentage de temps que tu passes en dessous d'un certain seuil, ça, on peut se dire que c'est assez relatif à la période de temps, donc c'est un peu moins grave. Après, par exemple, quand on va regarder le chiffre d'affaires annuel, c'est un KPI qui nous plaît un peu moins parce que c'est pas forcément vrai d'annualiser les 3 derniers mois. Si dans un business de maillot de bain, les 3 derniers mois de l'été, ce serait énorme par rapport aux 3 mois de l'hiver. Donc ça, c'est un KPI qu'on aime un peu moins. Donc on essaie vraiment de récupérer des KPI qui nous paraissent être homogènes, quoi. Et c'est assez simple d'ailleurs Simple. Non, mais ça peut se vérifier. Donc, par exemple, si tu prends une entreprise qui a 12 mois de données et que tu essayes d'extrapoler le modèle sur les 3 derniers mois de données, tu arriveras à voir si tu prends la même décision. Si c'est pas le cas, c'est que probablement que tu n'arrives pas à faire un modèle qui est cohérent en fonction de la durée. Si c'est les mêmes décisions, tu peux dire que c'est OK, quoi. OK. Et est-ce que vous avez anticipé un data drift? Alors, j'imagine que le comportement des gens à risque ou pas à risque n'évolue pas du jour au lendemain, que des choses qui étaient vraies hier le sont aujourd'hui, mais au fil des années, sans doute les coutumes, les comportements en tout cas transactionnels peuvent changer. Il y a des tendances, et même la valeur de l'argent n'est plus la même, la valeur des emprunts n'est plus la même, plein de choses qui changent. Comment est-ce que vous adaptez? Parce que comme vous vérifiez votre algorithme sur les données passées,
Au bout d'un moment, en fait, être optimal sur les données passées ne va plus être optimal sur les données d'aujourd'hui. Donc, cette drift de distribution, on appelle ça, comment est-ce que vous... Oui, c'est un très bon point. Nous, on l'a vérifié en plus à deux moments différents, dans deux catégories différentes, on va dire. À la fois, un emprunteur donné, son entreprise grandit, ses revenus augmentent et c'est génial. Et aussi, notre base d'emprunteurs aussi, elle évolue avec le temps au fur et à mesure que notre produit change. Pour ça, on a la chance d'avoir des pipelines relativement bien construites, qui fait que pour l'instant, on arrive à rentraîner les modèles relativement fréquemment, qui fait que le drift n'est pas plus rapide que notre entraînement. Donc avec ça, on arrive à s'en sortir et nos KPI financiers sont très peu... on regarde quand même, comme on disait, vu qu'on a pour certaines boîtes seulement un historique assez récent, ils sont quand même basés sur des choses qui ont lieu dans la dernière année ou les derniers mois. Et donc du coup, ça prend en compte les changements, mais c'est vrai que c'est le modèle au global qui peut changer. Et donc pour ça, on est dans une logique d'entraînement régulier. Ok. Alors, sortons peut-être un peu de ce sujet d'algo particulier. D'une façon globale dans l'entreprise, chez De Facto, vous êtes organisé comment au niveau de la data? Comment sont distribuées les responsabilités? Oui, c'est assez particulier du coup, vu qu'on veut rester petit. Il n'y a pas vraiment d'équipe data. On est une grosse équipe tech. On est tous considérés plus ou moins comme full stack, mais avec une casquette plus data ou infra ou front. Donc en l'occurrence, les data scientists de facto sont full stack avec spécialité data. Donc ce que ça veut dire, c'est que globalement, quand je vais mettre un modèle, peut-être que j'ai dû déployer, j'ai déployé par exemple les API pour récupérer les données de tel connecteur et toute la partie qui concerne le crédit de risque, on va dire, c'est les personnes data qui la font, parce que ça supporte un peu tout ce scope-là qui est relié à la data. Donc on fait pas vraiment de différence, c'est juste qu'effectivement quand on va entraîner un modèle, c'est plus nous qui allons le faire que quelqu'un d'autre. Mais par exemple, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas de data analyst, donc on croit beaucoup sur le self-service pour que tout le monde en fait puisse faire les analyses qu'il le souhaite. Et un autre exemple, c'est que par exemple notre compliance officer sait coder, et donc c'est lui qui fait les algos plutôt liés à tout ce qui est compliance. Alors évidemment, c'est des casquettes qu'on a, donc on n'est pas tous spécialistes, donc on peut aider, mais on se considère vraiment un peu tous comme généralistes avec des petites spécialités et on s'aide. Ok. Donc vous avez des dashboards ouverts sur un outil de BI à toute la boîte, et là les gens s'auto-servent, créent des nouveaux dashboards. Exactement, oui. On a un data model qui est assez bien point déjà, et aussi assez bien communiqué. C'est-à-dire que du coup, l'information importante au business est toujours bien présente, quoi, et présente dans une table claire avec des noms clairs, et tout ce qui est traçabilité, on fait vraiment attention à faire la différence entre ce qui peut nous servir pour améliorer le modèle plus tard et ce qui peut servir au business. Ce qui fait que ça, plus un outil comme Metabase, si tu connais, ou en clic-bouton, tu peux faire plein de queries. N'importe quelle personne, et d'ailleurs moi j'ai fait beaucoup moins de dashboards que les équipes sales qui ont fait des dashboards qui sont vraiment super. Alors évidemment, des fois tu as besoin d'un truc un peu plus complexe, donc elles nous demandent de l'aide sur des queries SQL, mais tu peux vraiment faire ça. Un autre exemple, c'est Dataiku, je sais pas si tu connais, mais ou d'ailleurs n'importe quel outil d'auto-ML, c'est que finalement une fois que tu sais où est la donnée d'entraînement, tu peux facilement te dire tiens, moi je rajouterais bien ce KPI financier, j'ai réalisé que tel que la décroissance par exemple de la dette, c'est un signal quelconque, j'aimerais bien le rajouter, et en fait c'est assez facile aussi en clic-bouton de faire l'expérience. Alors il faut quand même un peu connaître, savoir ce que tu fais, mais il y a beaucoup moins de barrières, et après effectivement on est aussi là pour aider en disant attention parce que là il y a quand même un biais, mais effectivement ça permet de se faire souvent une opinion d'un 80-20 de manière assez simple, quoi. Alors sur les dashboards qui ont été construits par l'équipe sales, notamment tu citais l'équipe sales, est-ce que tu peux nous décrire un peu les KPI qui ont été construits? Voilà, qu'est-ce que des gens non-tech, une équipe non-tech sur Metabase, du coup, qui est un outil qui effectivement peut se manipuler sans écrire de SQL. Comment est-ce qu'est-ce qu'ils ont réussi à construire justement tout seuls? À peu près tout. Et donc là, par exemple,
Ce qu'ils peuvent regarder, c'est que nous, quand on sort un algorithme, même si on essaie d'avoir des métriques proches du business, eux, ils vont pouvoir regarder un petit peu, par exemple, parmi le nombre de nouveaux borrowers, de nouveaux emprunteurs qui a été éligible ou non, par exemple. Donc ça, c'est une métrique. Une autre métrique, c'est parmi toutes les personnes qu'on a onboardées, avec un montant donné, le nombre de personnes qui va faire un prêt dans le mois d'après. Donc ça montre est-ce que la ligne de crédit est bien sizée. Donc il y a plein de choses comme ça où globalement, ils suivent au quotidien des entreprises, ils sont plus au contact des entreprises que nous on peut l'être. Et donc ils ont vraiment un point de vue du business qui est un peu différent. Donc par exemple, ils peuvent réaliser que tel emprunteur, par exemple, ça fait 6 mois qu'il ne s'est pas connecté. Nous, effectivement, on va un peu moins le voir quand on a nos gros datasets. Et donc, eux, ça va leur donner l'idée de se dire, tiens, j'aimerais bien voir le pourcentage de clients inactifs. Et ça, en fait, vu qu'on remonte le nombre de prêts ou la date des prêts, ils peuvent assez facilement faire des jointures entre deux tables et avoir ces KPI-là. La croissance de l'argent qu'on a en dehors du coup qui est prêté. Donc ça, c'est pas mal de métriques qui vont surveiller. Il y a souvent, je pense que la grosse différence, c'est peut-être au niveau de la granularité. Même si fondamentalement on regarde des choses différentes, eux peut-être qu'ils vont le regarder plus à l'échelle du mois ou du trimestre pour voir un peu comment on s'en sort sur l'acquisition de clients, alors que nous, ça va être plutôt un peu plus gros, par exemple, parce qu'on essaye de coller plutôt à ce qu'on a vu dans nos datasets d'entraînement. Donc ça va être plutôt des granularités différentes que des métriques fondamentalement différentes. Ok. Alors dans tous les travaux techniques, à la fois dont tu nous as parlé, mais ceux dont tu nous as éventuellement pas encore parlé, est-ce que tu peux nous parler de grands verrous, grands obstacles que vous avez eu à surmonter? Oui, un premier grand verrou, ça va être, ou en tout cas un grand obstacle, c'est sur l'explicabilité des modèles. C'est pas tant, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé de vraiment faire des modèles explicables, mais on a appris après que explicable ne veut pas forcément dire compréhensible. Ouais. Et oui, c'est explicable pour le législateur, c'est-à-dire que on doit, vu que c'est de la donnée bancaire, etc., on doit dire c'est explicable. Regardez, si on suit toutes les 1000 arbres de ma random forest, on est capable de retracer pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision. Mais c'est vrai que d'un point de vue humain, c'est complètement indigeste. Alors, tu as à la fois ça, et nous, on essaie vraiment d'être explicable au niveau de l'emprunteur. Donc, principalement parce que quand on essaye de faire en sorte que les sales soient self-served, on va vraiment leur montrer toutes les informations sur pourquoi est-ce qu'on a dit tel score à un emprunteur. Et par exemple, une erreur, en tout cas a posteriori, qu'est-ce que je ferais différemment, c'est que je sais pas si tu connais les Sharpe Value, mais ça permet globalement de savoir comment un KPI financier a influencé la décision d'un score. Donc ça, on s'est dit c'est super de le montrer sur nos dashboards aux sales, comme ça s'ils voient qu'un emprunteur a une grosse ligne de crédit, c'est probablement dû à ça et inversement. Et par exemple, dans le machine learning, c'est assez classique d'avoir des valeurs qui manquent. Aujourd'hui, les modèles ils traitent très bien les valeurs manquantes, y a pas de souci. Donc soit on met de la moyenne, mais avec certains algos on dit juste que c'est manquant. Et un truc que j'ai réalisé, c'est que des fois potentiellement toutes les valeurs manquantes correspondaient à un certain type de client qui était plus ou moins risqué, ce qui faisait que c'était la première feature. Et en fait, c'est même si tu arrives à l'expliquer à la personne en face que effectivement quand tu regardes les Sharpe Values, ce qui explique le plus que le score diminue, c'est qu'il me manque cette valeur. Ça s'explique, ça s'entend, ça se justifie, mais c'est assez difficile au client de se dire moi, j'ai pas réussi à vous donner cette information, et du coup, parce que juste j'y ai pas accès, et ça peut être un truc très propre à un logiciel en comptable, par exemple. Et c'est assez difficile de justifier ça en se disant ta ligne de crédit diminue parce qu'on n'a pas réussi à calculer ce KPI financier, et à l'inverse, on a réussi à calculer ces KPI financiers, et donc du coup ta ligne de crédit augmente. Donc il y a vraiment un enjeu de traiter les NaN et montrer que ça a un impact. C'est assez différent de réussir à l'expliquer. Et un deuxième exemple que je trouve assez rigolo, c'est sur tu as des KPI par exemple qui est l'âge d'une boîte. Si tu réfléchis d'un point de vue est-ce que l'entreprise va faire faillite, quand la boîte va se lancer, probabilité qu'elle fasse faillite est relativement faible, elle vient de se lancer. Au bout de quelques années, ça augmente un petit peu si elle n'a pas réussi à trouver son marché, et après ça diminue une fois qu'elle l'a trouvé. Donc ça fait un peu comme ça la probabilité de défaillance d'une entreprise en fonction de son âge. Sauf que si tu dis à un client que il y a un mois on lui a autorisé un prêt parce que il se retrouvait avant le pic, donc c'était ok, mais un mois après il revient et en fait on lui refuse en disant là regardez en fait
bah vous avez un mois de plus et nous on sait qu'historiquement, bah encore une fois ça s'explique, ça se justifie, mais quand on en parle au client final ou à l'équipe sales, bah on comprend, c'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est difficile à expliquer ou en tout cas à comprendre. Et ça c'était vraiment un vrai enjeu. Donc il y a des contraintes monotones par exemple, on peut introduire ce genre de choses pour rendre le résultat linéaire. Donc il y a des choses à faire, mais il faut penser à les faire et la performance c'est pas tout. C'est pas tout. Ouais. Oui, c'est un peu comme les prêts qui deviennent, enfin les probabilités de défaut et donc les taux d'intérêt qui montent quand on devient plus vieux, quoi. Et à un moment donné, on est simplement en train de dire à la personne, t'as moins de chance de rembourser parce que ta carrière est moins longue derrière et ta probabilité de décès est plus grande. Et donc là, finalement, on est en train de dire la même chose avec une boîte, quoi. Une fois le pic passé, celui où tu démarres, on sait que tu vas te battre et faire en sorte qu'elle dure au moins une année ou deux, cette boîte. Au-delà de ça, peut-être que tu n'auras plus assez d'énergie, quoi. C'est dur à dire humainement, quoi. Ouais, bah c'est ça et après t'as d'autres là c'est un exemple un peu caricatural mais tu vois t'as d'autres KPI. Donc par exemple quand tu regardes les revenus mensuels, tu peux imaginer que c'est pas exactement linéaire vu les datasets qu'on peut avoir. Par contre pour un client, bah si tu dis t'as un peu plus de revenus qu'avant, bah là ça passe plus. Bah peut-être parce que tu vois dans ton dataset t'aurais eu des boîtes qui sont un peu plus grosses qui étaient en défaillance. T'as plein de choses comme ça qui peuvent être expliquées, mais à la granularité de l'emprunteur, c'est pas forcément compréhensible. Alors côté recrutement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton process ? Ouais, on a un process assez rigolo, je trouve. Sans ce process, je pense que j'aurais même pas rejoint Defacto d'ailleurs, parce que il a un peu attisé ma curiosité. Alors on va avoir un screen un peu classique et un cultural fit un peu classique. Et après on va avoir 2 entretiens un peu plus exotiques. Le premier, ça va être une reverse interview. Donc en fait, c'est toi le ou la candidate qui va venir nous poser une question. Et c'est nous qui allons essayer d'y répondre. Et donc en gros l'idée c'est vraiment de montrer que c'est nous qui sommes bons et que tu as intérêt à nous rejoindre parce que tu travailleras avec des personnes fortes, ou alors à l'inverse si je me plante sur la question peut-être que tu voudras pas venir et c'est dommage. Mais du coup on aime bien vraiment inverser les rôles et ça montre aussi la collaboration, comment est-ce que la personne peut nous guider. Donc c'est assez intéressant. Et la deuxième entretien, c'est un hackathon où là, en fait, pendant 3 heures, on va se dire, on va travailler sur le sujet de ton choix. Moi, par exemple, c'était, j'ai fait une extension Chrome pour essayer de trouver des Vélib pas très loin d'Outai. Il y a plein d'exemples un peu basés sur les passions des gens. Il y en a qui aiment la musique, ça va être des add-ons sur Spotify, par exemple. Et en fait, pendant 3 heures, l'idée, c'est de délivrer quelque chose. Et c'est là que, du coup, c'est intéressant quand on parlait d'une équipe full stack. Mais en fait, même si tu es data scientist, si tu veux réussir le hackathon, tu dois quand même avoir un certain côté full stack pour réussir à faire un produit au bout de 3 heures, quoi. Donc on teste beaucoup plus. Est-ce que tu arrives à construire quelque chose ? Est-ce qu'on s'entend bien pendant 3 heures que les compétences techniques ? Parce qu'en fait, si on s'entend bien et que tu es smart, tout se passera bien et on arrivera à construire des trucs super ensemble, quoi. Okay, côté évangélisation, qu'est-ce que toi tu dis le plus souvent ? Qu'est-ce que tu as le plus besoin de répéter aujourd'hui ? Un peu comme sur les plateformes d'investissement, j'ai l'impression les performances passées représentent pas forcément les performances futures. Ça, je trouve, c'est particulièrement vrai dans mon domaine et avant un peu sur les moteurs de recherche, c'est que ce que tu fais en offline, donc les métriques quand tu es tout seul dans ton expérience, c'est rarement, ça dépend du domaine, mais c'est rarement complètement les mêmes quand c'est en prod. Ouais. T'as plein de choses qui peuvent expliquer. C'est effectivement tes données un peu driftées. Sur les moteurs de recherche, par exemple, ce qui est rigolo, c'est que si toi tu penses que ce résultat-là devrait être montré en premier parce que c'est celui qui te plaît le plus, en fait, si tu le montres en premier, forcément, ça biaise un peu les résultats. Donc, tu essaies de le débiaiser, mais tu as quand même tout le temps un impact sur la prod. Et donc, les résultats seront corrélés, mais c'est assez difficile. Et dans un business comme le nôtre, où quand tu dis je vais avoir un taux de défaut à X%, c'est un chiffre qui est tellement clé que tu peux faire un BP avec, tu peux vraiment te projeter avec. Et en fait, si tu prends ça pour acquis, tu peux vite avoir des désillusions et je trouve ça particulièrement important de répéter qu'on va dans la bonne direction. Je pense qu'on se garantit des performances qui sont au moins améliorées de temps, mais en tout cas, si je vous dis X% de défaut, ce sera peut-être pas le cas. Alors, quelle est la suite chez Defacto ?
Aujourd'hui, on a fait beaucoup de V0. Du coup, la suite, c'est des V1. Principalement ça, et on commence à avoir un historique assez gros, et quelque chose qui m'excite beaucoup, ça va être sur tout l'effet network. C'est-à-dire que si nous, on voit qu'un emprunteur nous a pas remboursé, ou en tout cas était très souvent en retard, et que tu as une autre entreprise qui va essayer de se facturer auprès de cet emprunteur-là, on peut se dire, attention, ça sera potentiellement en retard. Donc vraiment, on va avoir un effet network qui est assez gros, et ça, je pense, ça va amener de très belles problématiques data et AI au sens large, et aussi une autre scale, parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui a quelques milliers de transactions, c'est du small ML, enfin small data. Quand tu commences à traiter tes transactions dans son ensemble, ou tes emprunteurs dans les ensembles, on est sur un ordre de grandeur autre, et c'est à la fois un enjeu tech et AI super excitant. Peut-être même un peu légal aussi, parce qu'il doit y avoir aussi des contraintes dans tous les sens. Complètement, ouais. À ce niveau-là, ouais. Complètement. Donc, faut faire attention à ça. Et est-ce que tu aurais un nom à nous suggérer pour un prochain invité de Data Driven 101? Lucas Meyer, c'est quelqu'un qui a fait sa thèse sur un sujet qui est assez passionnant sur l'utilisation du deep learning pour améliorer les simulations numériques et la résolution d'équations. Aujourd'hui, on parle beaucoup de deep learning pour les chats GPT et autres. Et en fait, ça, c'est un autre sujet qui est assez passionnant, un peu plus méconnu en tout cas à mon sens. Et en fait, c'est pas... c'est un sujet qui est passionnant, et j'avais écouté sa thèse, et ça valait vraiment le coup d'être entendu. Génial. Merci, Dany. Merci à toi. Vous venez d'entendre Dany Sraj, data scientist chez De Facto.